Merci à toutes et tous d'être présents avec nous ce midi pour cet atelier flash concernant les aides à l'embauche et à la gestion des compétences. Nous sommes trois services d'appui RH balayant l'ensemble du Val d'Oise et notre mission est de pouvoir apporter conseils et informations en ressources humaines à toutes les entreprises et associations qui ont des salariés ou qui risquent d'en avoir. Et donc, dans ce sens, on s'est rendu compte avec les collègues que des questions concernant les aides à l'embauche et les aides à la formation revenaient régulièrement parmi les personnes qu'on rencontrait, parmi les structures que l'on rencontrait. Et donc, on s'est dit qu'un atelier flash qui résumerait l'ensemble de ces informations serait relativement intéressant pour vous aider à faire le tri parmi le panel qui est à votre disposition. Donc, pour ce matin, je vais déjà vous demander si vous savez utiliser l'aspect émoticône pour réagir. Est-ce que vous pourriez, en cliquant sur un émoticône qui ressemble un petit peu à ce que vous ressentez ce matin, est-ce que vous pouvez nous partager, Anissa et moi-même, comment vous êtes à l'aise avec la thématique de la matinée? Voilà, est-ce que vous êtes à l'aise avec les aides à l'embauche, avec les aides à la formation? Si vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme, il y a le j'aime, il y a le cœur, il y a le applaudissement, il y a le bonhomme surpris. N'hésitez pas à cliquer sur celui qui correspondrait le plus à ce que vous pensez être de votre expertise sur la thématique de ce matin pour qu'on puisse avoir un peu une idée de est-ce qu'on a des personnes qui sont relativement expertes ou non. Pendant ce temps, vous voyez le sommaire apparaître, il est assez dense, donc je vous prie de m'excuser si je vais balayer très vite les sujets. L'objectif est que vous puissiez avoir vraiment la base des informations, que vous puissiez faire du tri dans ce qui peut vous concerner ou ne pas vous concerner. Et après, avec Anissa, on va vous inviter à ne pas hésiter à nous indiquer si vous avez besoin qu'on vous aide à personnaliser les informations. Et dans ce cas-là, on reprendra contact après coup pour vous aider à finir ce tri qu'on commence avec vous ce matin. Donc, la matinée, l'atelier va être réparti en deux temps. D'abord, les aides plutôt à l'embauche et à la formation liée à l'embauche. Et puis, dans un second temps, plutôt les aides liées à la formation pour les personnes qui sont relativement déjà en poste. Donc, pour le premier encart, recruter aide à la formation et à l'insertion, eh bien, on va déjà commencer par ce qu'on appelle la POEI et l'AFPR, c'est-à-dire la préparation opérationnelle à l'emploi et l'attestation de formation préalable à l'embauche. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites choses? En fait, ce sont des aides à la formation pour les personnes que vous allez recruter, c'est-à-dire j'ai un candidat qui aurait relativement les compétences pour le poste sur lequel je souhaite recruter, mais le candidat n'est pas tout à fait opérationnel. Et comment est-ce que ce manque d'opérationnalité, je peux le combler? Eh bien, ces deux dispositifs sont là pour vous aider. Ils consistent à pouvoir vous apporter une aide de 5 à 8 euros par heure de formation dans une limite de 400 heures. C'est-à-dire qu'il faudra décider combien d'heures de formation il y aurait de nécessaire pour rendre opérationnelle la personne. Et puis, ces formations eh bien, pourront vous être remboursées à hauteur de 5 à 8 euros en fonction du type de formation et de si on est sur une préparation opérationnelle à l'emploi ou plutôt une attestation de formation préalable à l'embauche. Alors, vous voyez apparaître dans le petit tableau les critères pour l'un et pour l'autre. Vous pouvez du coup voir en fonction aussi du type de poste à pourvoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre qui serait mobilisable.
Ces aides sont mobilisables uniquement pour les personnes reconnues demandeurs d'emploi, c'est-à-dire que les salariés déjà en poste ne peuvent pas vous faire bénéficier de ces aides. On est plutôt sur des personnes inscrites au Pôle emploi, à la mission locale, au RSA, peu importe, mais en tout cas, il faut que ce soit une personne demandeur d'emploi, puisque c'est le Pôle emploi qui sera votre conseiller principal dans cette structuration. On parle là, bien entendu, vous l'avez compris, de 400 heures de formation grand maximum. Donc, on est vraiment sur des profils où il manque pas grand-chose, hein. On ne peut pas, avec ces aides, faire valider un diplôme, un titre. C'est beaucoup trop d'heures. On est plutôt sur une fin de formation, un complément au profil qui a été pointé dans le cadre du recrutement et qui viendrait compenser finalement le temps que vous allez passer à finir de former ce candidat pour qu'il puisse enfin être opérationnel au poste sur lequel vous recrutez. Donc, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces aides? Je vous l'ai dit, c'est le Pôle emploi et le rôle des services d'appui RH que nous représentons avec Anissa ce matin, c'est bien entendu de pouvoir vous mettre en relation avec votre conseiller de proximité, puisqu'en fonction de où vous vous localisez, vous dépendez d'une agence et dans cette agence, il y a des personnes qui sont plus ou moins indiqué dans cet appui. Et du coup, avec Anissa, on va pouvoir, donc là encore dans un après-coup, si vous en ressentez le besoin, de vous mettre en relation avec le conseiller ou la conseillère qui sera votre interlocuteur direct. Pour rappel, sur cet atelier ce matin connecté avec nous, il y a un ensemble de structures qui sont réparties sur l'ensemble du Val d'Oise. Donc, on a choisi de ne pas indiquer tous les contacts possibles parce que ce serait vraiment beaucoup de pages remplies avec juste des contacts. On préfère pouvoir vous préciser après coup uniquement pour ceux et celles qui nous solliciteraient dans ce sens. Autre aide à l'insertion, nous avons ce qu'on appelle la PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Si on vulgarise un peu l'idée, c'est comme un stage, sauf que la convention de stage qu'on pourrait signer habituellement avec plutôt un établissement scolaire quand il s'agit d'un stage de troisième, par exemple, là, la convention va encore être signée, mais avec le Pôle emploi ou la mission locale ou le Cap emploi ou l'APEC. Donc, encore une fois, là, on est sur une cible demandeur d'emploi, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas salariées qui peuvent vous faire bénéficier de cette aide. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à la personne de valider un projet professionnel, par exemple, sur les métiers que vous représentez. Ça peut être aussi un moyen de faire connaissance avec un futur ou une future collaboratrice pour valider mutuellement que vous êtes en accord sur les attentes liées au poste pour lequel vous recrutez. Attention, ce n'est pas une période d'essai déguisée. On cadre bien le droit du travail. La période d'essai permet de se mettre d'accord au niveau des deux parties sur est-ce qu'on s'entend, est-ce que le contrat de travail nous convient, est-ce que les missions proposées nous conviennent mutuellement. Là, on est plutôt sur avant la période d'essai où on vient valider le fait que la personne sur ce poste-là se plairait et que vous la verriez bien sur ce poste-là également. Et parfois, c'est parce que ce sont des personnes qui sont en reconversion et donc ça peut être une opportunité de leur faire découvrir. C'est aussi un moyen, si par exemple vous ne recrutez pas actuellement, eh bien de valoriser ce qu'on appelle votre marque employeur ou mettre en valeur vos valeurs, puisque en ouvrant un peu vos portes à la découverte de vos métiers de cette façon, eh bien vous mettez en valeur tout simplement vos salariés déjà en poste qui vont pouvoir parler de leur métier et vous faites repartir la personne qui serait venue en découverte, eh bien avec une belle parole vous concernant sur le fait que vous avez ouvert vos portes, que vous avez pris le temps de montrer, de démontrer, etc.
Et ça, c'est un peu de l'anticipation de recrutement parce que quand on parle positivement de vous, on peut, par le bouche à oreille, se souvenir de vous positivement au moment où vous recrutez. Donc effectivement, pour pouvoir mettre en place une PMSMP, il faut pouvoir conventionner soit avec le Pôle emploi, l'APEC, le Cap emploi ou la mission locale en fonction du profil identifié. Et à savoir que cette période, en fonction des métiers ciblés, peut durer de 1 jour à 1 mois, renouvelable exceptionnellement une fois sur la totalité initiale. Ça veut dire qu'au grand maximum, on peut accueillir la personne jusqu'à 2 mois. Simplement, ce n'est pas vous qui décidez le temps qui va être nécessaire à cet accueil. C'est plutôt un échange entre le conseiller Pôle emploi, Cap emploi, APEC, mission locale, vous et le profil identifié sur combien de temps serait nécessaire pour répondre aux attentes que servirait cette PMSMP. Donc, il est sûr que sur des métiers très simples d'accès, on va être plutôt sur des périodes courtes. Sur des métiers où il faut beaucoup plus un temps d'appréhension, on va être sur des périodes longues. Encore une fois, le service d'appui RH pourra vous mettre en relation avec le conseiller identifié selon vos besoins. Une autre forme d'aide à l'insertion, c'est ce qu'on appelle l'emploi franc. L'emploi franc, c'est le fait de recruter des personnes qui habitent en quartier prioritaire ou appelé également politique de la ville. Ce sont des personnes qui du coup, sont inscrites encore une fois toujours en tant que demandeurs d'emploi et qui peuvent vous faire bénéficier de cette aide qui va aller de 5 000 à 15 000 euros étalée sur 2 à 3 ans en fonction du profil. C'est-à-dire qu'il faut recruter une personne sur minimum un CDD de 6 mois pour pouvoir prétendre aux 5 000 euros minimum d'aide. D'accord? Le 15 000 euros, c'est pour un CDI. Et donc, en fait, vous ne touchez pas l'aide tout de suite. Elle va être plutôt étalée dans le temps, donc sur 2 à 3 ans. Et régulièrement, l'organisme avec lequel vous avez indiqué faire l'emploi franc, eh bien, viendra s'assurer que le salarié est toujours en poste pour vous verser le prorata restant de l'aide indiquée. C'est un peu ce qu'on appelle une discrimination positive. Comme vous le savez, le recrutement est souvent source de discrimination négative et cette aide va être plutôt un moyen de contrecarrer, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des profils qui, en temps normal, auraient plutôt tendance à se retrouver tout en dessous d'une pile de CV parce que on a des a priori sur les lieux d'habitation, que ce soit l'accès en transport de ces endroits ou le type de personnes vivant dans ces endroits, etc. C'est un moyen de déconstruire ces représentations également, voilà, et une aide plutôt avec une discrimination positive. Encore une fois, là, c'est le Pôle emploi, l'APEC et le Cap emploi ou la mission locale qui peuvent être vos interlocuteurs. Et bien entendu, nous pouvons vous mettre en relation en fonction du profil ciblé. Une autre aide à l'embauche, c'est ce qu'on appelle le parcours emploi-compétences, le PEC, et le contrat initiative emploi, le CIE. Alors, qu'est-ce que c'est que ces aides? Ce sont des prises en charge de 30 à 60% du SMIC brut sur 20 à 30 heures hebdomadaires. D'accord? Ça veut dire que si vous recrutez sur au-delà du SMIC et sur un temps plein, eh bien, il y a une partie du contrat qui est à 100% comme n'importe quel recrutement et une partie du contrat qui va être prise en charge par cette aide. L'objectif de ces deux aides, c'est de pouvoir permettre un accès à l'emploi pour ce qu'on appelle les personnes éloignées de l'emploi. Donc, ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles qui les empêchent de faire un retour à l'emploi. Et vous, en tant qu'employeur, vous pouvez jouer ce rôle d'aide à l'insertion ou à la réinsertion en fonction du profil que vous recruteriez.
Ça peut être des personnes qui ont un trou dans le CV un peu trop gros et qui, du fait des représentations qu'on peut avoir sur ce trou dans le CV, eh ben, on a tendance à pas rappeler ces personnes. Euh, Ça peut être des jeunes qui n'ont jamais eu leur première expérience et qu'on aurait tendance à ne pas appeler parce que on ne sait pas ce que ça peut valoir sur le poste, etc. Voilà. Donc, la différence entre ces deux aides, le parcours emploi compétences va être dédié aux structures associatives et aux collectivités territoriales. Le contrat initiative emploi va lui être dédié au secteur marchand, c'est-à-dire plutôt au monde de l'entreprise. Encore une fois, pour pouvoir bénéficier de ces aides, on va entrer en contact avec soit le Pôle emploi, soit l'APEC, soit le Cap emploi, soit la mission locale. Et en fonction du profil identifié, le mieux, eh bien, c'est de nous dire, voilà, j'ai tel profil qui relève plutôt de telle institution, mais je ne connais pas mon conseiller ou ma conseillère. Comment est-ce que je peux entrer en contact avec elle? Et bien entendu, encore une fois, nous pouvons jouer ce rôle de mise en relation. Une dernière aide concernant l'insertion, on va parler là plutôt du handicap. Alors, le handicap, il y a deux sujets. Il y a ce qu'on appelle l'obligation légale, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de recruter un certain pourcentage de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Et puis, il y a une vraie volonté de mettre en avant le fait que le poste est ouvert à tous, peu importe si on est déjà dans les pourcentages ou pas, peu importe si on est soumis à ces pourcentages, parce que parfois, en fonction du nombre d'effectifs, on n'y est pas soumis de façon obligatoire. Mais il y a une volonté de faire ce qu'on appelle de la diversité, d'ouvrir les postes à toutes et à tous, quel que soit le type de profil qu'on peut avoir. Donc, au-delà de l'obligation d'emploi, eh bien, on peut aussi se dire que l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés va permettre de valoriser, encore une fois, ce qu'on appelle sa marque employeur, mettre en avant ses valeurs, communiquer autour de tout cela, de façon à justement ouvrir ses portes à tous et à toutes. Quelles sont les personnes qui vont être touchées? Alors là, effectivement, on va être plutôt sur des personnes qui ont ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et ce peut être des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou salariés. En sachant que l'institut qui peut vous appuyer dans ce cadre, c'est le Cap Emploi 95. Et le Cap Emploi 95 a les deux rôles, c'est-à-dire qu'il peut à la fois mettre en lien des personnes qui sont RQTH et en recherche d'emploi en fonction des postes que vous avez de vacants. Et le Cap Emploi 95 peut également assurer ce qu'on appelle l'appui au maintien dans l'emploi, c'est-à-dire que si vous avez des personnes qui sont déjà salariés chez vous ou déjà salariés ailleurs et qui auraient besoin d'un suivi dans le cadre justement du maintien en emploi en fonction de leur handicap, et ben, vous pouvez aussi vous adresser au Cap Emploi dans ce sens. Euh, donc, dans ce cadre-là, effectivement, on est plutôt mis en relation avec le Cap Emploi 95, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez de très bons contacts avec les autres structures, que ce soit le Pôle emploi, la mission locale ou la PEC, normalement, ils ont tous une personne ou un service dédié au pôle handicap, justement pour pouvoir assurer les mises en relation plus facilement pour ce type de profil. Encore une fois, si besoin, eh bien, nous pouvons vous mettre en relation si vous ne connaissez pas le Cap Emploi 95, que ce soit pour recruter ou pour aider au maintien dans l'emploi de personnes qui vous identifiez RQTH dans le cadre de vos ressources humaines. Alors,
Petite indication, sur cette slide et sur les suivantes, vous avez un petit QR code qui apparaît en haut à droite de votre écran. Si jamais vous commencez à identifier que vous aurez besoin qu'on vous recontacte pour vous mettre en relation avec un conseiller, une conseillère par exemple, ou parce que vous souhaiteriez qu'on personnalise ou individualise ces aides que nous vous présentons en fonction de votre structure, n'hésitez pas à scanner le QR code et à remplir le petit formulaire nous indiquant pour quelles raisons vous auriez besoin qu'on reprenne contact avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ce QR code interviendra sur toutes les pages qui seront à suivre. Donc, vous pouvez le scanner quand vous voulez, si jamais vous vous rendez compte que c'est plutôt à cet instant-là que vous avez besoin d'être mis en relation, par exemple. Autre indication, sachez que notre prochain atelier, qui aura lieu également en visioconférence à 100% comme ce midi, aura lieu le mardi 23 mai, de midi à 13 heures. Encore une fois, on sera plutôt sur du flash et sera totalement dédié au handicap au travail. C'est-à-dire qu'on reviendra plus en détail sur les obligations employeurs, que ce soit l'obligation d'emploi, l'obligation de déclaration, sur les aides qui sont mobilisables dans le cadre d'un recrutement ou d'un maintien en poste, parce qu'effectivement, j'ai vu passer quelques bulles, mais comme je vous l'ai dit, je ne me soucie pas tout à fait du chat. Il y a d'autres organismes qui sont en aide complète sur le point handicap. Donc, n'hésitez pas, si c'est des sujets sur lesquels vous doutez d'avoir toutes les informations, eh bien, vous pouvez participer à cet atelier qui aura lieu dans à peu près un mois. Donc, de façon à conclure ce premier point qui était plutôt gérer les recrutements, l'aide à l'insertion et la formation liée à l'embauche, ce que vous avez retenu certainement, c'est qu'on est sur une idée de la diversité des profils, c'est de pouvoir ouvrir vos postes à tous et à toutes. Et même si cela relève d'une certaine difficulté parce que les personnes ne seraient pas tout de suite opérationnelles, eh bien, c'est de prendre conscience que pour contrecarrer ce manque d'opérationnalité, il y a des choses qui sont à votre disposition pour vous aider justement à finaliser la mise en poste d'une personne pour éviter que vous soyez toujours en difficulté de recrutement trop importante. D'accord? De quoi faire une petite parenthèse sur l'anticipation de cette diversité et vous dire qu'il y a effectivement la possibilité de prendre en stage des publics très jeunes pour commencer à montrer un peu vos métiers, vos valeurs de diversité, mettre en valeur vos salariés qui sont en poste, etc. Vous pouvez prendre des stagiaires relativement tôt pour justement participer à ce que vous souhaitez montrer de votre structure et peut-être justement rencontrer de futurs collaborateurs très lointains. Et dans le même sens, je ne l'ai pas présenté en tant qu'aide à l'embauche directement, mais sachez que vous pouvez également, pour les structures associatives et collectivités, mettre en place ce qu'on appelle le service civique, c'est-à-dire que c'est un petit contrat de mission civique pour des jeunes jusqu'à 25 ans qui souhaitent découvrir un milieu ou une façon de se mettre en avant professionnellement. Et souvent, ça donne de belles découvertes et qui peuvent justement mettre en avant des professionnels qui intégreraient vos structures à un autre moment de leur parcours, à un moment où vous auriez aussi besoin des compétences qu'ils ont pu mettre en œuvre dans le cadre des missions que vous leur auriez confiées. On en a fini avec la première partie. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui se posaient. Donc, merci en tout cas de votre réactivité et de votre présence. Donc, on va pouvoir passer sur la deuxième partie où là, on est plutôt sur la gestion des compétences en termes d'anticipation des compétences et aussi d'accompagnement que vous pourriez avoir justement dans le cadre de cette gestion des compétences et de cette anticipation.
Alors, pour faire le lien avec un petit sujet que je viens juste d'aborder en conclusion, en termes d'anticipation, eh bien, on va pouvoir parler de l'alternance. L'alternance, souvent, c'est une réalité. Quand je la découvre par question dans les structures que je rencontre, c'est plutôt sous l'angle de l'aide que ça peut apporter. Alors, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente ce matin. Mais il ne faut pas oublier que l'alternance, c'est une aide à l'embauche qui peut vous être apportée, mais c'est surtout une façon d'anticiper les compétences que vous pourriez avoir dans le cadre de votre structure. Quand on parle d'alternance, on parle de deux types de contrats. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Les deux sont sous le format de l'alternance, c'est-à-dire un peu en formation, un peu en entreprise ou en tout cas auprès de son employeur, en fonction du type de formation, eh bien, l'alternance ne va pas être la même. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, le contrat d'apprentissage va plutôt être ciblé sur ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire plutôt les jeunes en général qui visent un diplôme ou un titre professionnel. Euh, on va avoir souvent des jeunes de 16 à 29 ans. Euh, et pour certains profils, on va pouvoir dépasser les 29 ans, comme par exemple les personnes qui ont un profil RQTH. Euh, et là, on va pouvoir s'adresser à un panel d'interlocuteurs. Si jamais vous recrutez ce type de profil et que vous n'en avez pas en connaissance, on va plutôt s'adresser soit à l'éducation nationale, soit aux universités ou aux écoles supérieures, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, plutôt dans la formation initiale. Le contrat de professionnalisation, lui, va viser plutôt ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire que officiellement la personne est déjà qualifiée sur quelque chose, elle a juste besoin d'une continuité de parcours pour accéder à un emploi. Donc on est plutôt sur un complément de parcours, même si parfois des personnes se reconvertissent avec juste un contrat de professionnalisation parce que c'est un métier qui nécessite peu de qualifications et le contrat de professionnalisation est suffisant à lui-même. Donc, on va retrouver là des profils de tout âge, puisque soit on va avoir des profils de 16 à 25 ans qui viendraient compléter leur formation initiale, c'est-à-dire des personnes qui n'auraient pas eu accès à l'alternance dans un premier temps de leur parcours formation ou qui y ont eu accès et qui souhaitent compléter. Mais on va également retrouver des profils de plus de 26 ans et de tout âge au-delà de 26 ans, uniquement pour ceux qui sont reconnus en tant que demandeurs d'emploi. Donc là, on va pouvoir du coup former en alternance des profils très jeunes ou plus adultes. Et pour ce type de contrat, on va plutôt s'adresser à des organismes de formation ou directement au service public de l'emploi. Ce qu'on appelle les services publics de l'emploi, ce sont nos partenaires que je vous cite depuis tout à l'heure, donc le Pôle emploi, l'APEC, les missions locales et le Cap emploi, qui parfois ont les profils et ont déjà la relation avec l'organisme de formation et n'ont plus qu'à mettre en lien le profil et l'entreprise qui va permettre justement de faire valider l'aspect technique de la formation au moment de l'alternance. Donc, les bénéfices, c'est à la fois d'anticiper ses besoins en recrutement parce que quand vous recrutez sous le format de l'alternance, eh bien, vous pouvez faire connaissance avec un collaborateur ou une collaboratrice qui, à la fin de son alternance, va peut-être vouloir continuer avec vous et pareil pour vous. Donc, c'est un moyen de former à un métier, mais aussi de former à la façon dont il se réalise chez vous. Parce qu'on l'entend souvent dire que même si un métier est plus ou moins similaire, il est toujours un peu différent en fonction de où on va le réaliser. Donc, c'est aussi un moyen de, entre guillemets, formater vos profils de façon à ce qu'ils soient prêts à être employables chez vous directement. Et puis, bien entendu, c'est un moyen de valoriser l'expérience de vos salariés en poste, puisque vous le savez certainement, quand on recrute en apprentissage ou en professionnalisation, il faut identifier un tuteur ou une tutrice. Et donc, c'est un moyen de reconnaître aussi les compétences de vos salariés en poste. Et donc, ça participe à une bonne gestion de vos ressources humaines, puisque c'est une forme de reconnaissance qui est en général appréciée des personnes que vous allez pouvoir mettre en tutorat.
Et puis, bien sûr, encore une fois, comme pour beaucoup d'aspects que j'ai pu évoquer depuis le début, ça montre une bonne image de votre structure et de vos valeurs, puisque vous ouvrez vos portes, vous formez, vous mettez en valeur vos salariés en poste. Et encore une fois, tout ça, ça se montre et ça se sait et ça se nourrit au fur et à mesure. Et du coup, au moment où vous avez réellement besoin de recruter, eh bien, ce sont des choses qui vont ressortir parce qu'aujourd'hui, les valeurs que vous véhiculez sont aussi très observées chez les futurs candidats. Donc, pour information, l'aide à l'alternance est de 6 000 € pour le recrutement d'une personne en apprentissage ou en professionnalisation. Cette aide est officielle jusqu'à la fin de l'année 2023. Je ne peux pas m'engager sur la suite puisque depuis le plan de relance lié à la crise sanitaire, chaque année, l'État décide s'il renouvelle son aide exceptionnelle et à quelle hauteur. Donc, il faut savoir que l'année dernière, l'aide était à hauteur de 8 000 €. Depuis cette année, elle est passée à 6 000. Sachez également que si vous avez un peu l'ambition de recruter sous ces formats-là, il y a ce qu'on appelle un simulateur de l'alternance qui est disponible en ligne et qu'on peut vous renvoyer si besoin, sur lequel, dès que vous avez le profil identifié, vous avez un détail de combien va vous revenir le recrutement de cette personne net. Donc, vous pouvez aussi anticiper pour voir si ce sont des profils et des coûts qui relèvent de ce que vous pouvez sortir ou non. Autre aide dans la gestion des compétences, c'est ce qu'on appelle transition collective. Alors encore une fois, transition collective est un dispositif qui a été mis en place suite à la crise sanitaire dans le cadre de ce que l'État appelle le plan de relance. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux entreprises qui ont ce qu'on appelle identifié une mutation importante de leur secteur, de leur métier ou simplement de la structure, et que cette mutation risque de fragiliser pardon, une partie ou la totalité des salariés de la structure. Donc là, on est uniquement sur les entreprises, hein, bien entendu, ou les associations employeuses. Donc il y a 2 temps à cette transition collective. Un premier temps, c'est une entreprise qui identifie une mutation et un risque de fragilité de salariés. Et l'objectif, c'est que ces personnes identifiées comme probablement fragilisées, on va leur permettre de pouvoir rebondir en les envoyant se former pour se reconvertir tout en restant en contrat. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de permettre à ces personnes de se reconvertir et la majeure partie du temps, on va les inviter à se reconvertir vers des métiers dits en tension, c'est-à-dire les secteurs d'activité sur lesquels on sait que les recrutements peinent à être toujours complètement définitifs. Et donc, l'objectif, c'est à la fois de permettre aux salariés de rebondir et de rebondir dans un secteur d'activité où il y a de l'emploi de façon plus qu'importante. Donc, qui ça va concerner? Tous les salariés des entreprises qui identifient une mutation profonde à venir. L'objectif, c'est de s'y prendre assez tôt et de ne pas attendre que l'entreprise soit déjà en difficulté et que du coup, les salariés soient déjà fragilisés avec un risque de perte d'emploi officiel sans avoir pu leur laisser l'opportunité de rebondir. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur une notion d'anticipation relativement importante. Comment est-ce qu'on peut mettre en place transition collective, sachant qu'on va plutôt aller identifier en amont les entreprises qui sont en difficulté, mais on peut aussi faire savoir aux conseillers relations entreprises de transition collective qu'on est une entreprise prête à accueillir les salariés qui, justement, sont en reconversion vers nos métiers, parce que ça va nécessiter parfois de faire une découverte métier, de participer à la validation du projet professionnel et aussi de s'engager à recruter la personne une fois qu'elle aura abouti sa reconversion. Donc, c'est aussi encore une fois un moyen d'anticiper ces recrutements ou ces besoins en compétences en permettant à des personnes qui sont en cours de reconversion de pouvoir cibler peut-être votre structure pour finaliser le projet.
Encore une fois, si besoin, on peut vous mettre en relation avec la plateforme Transition collective qui se situe au niveau de Roissy-Charles de Gaulle, mais qui peut intervenir sur la totalité du Val d'Oise. Avant-dernière aide concernant l'accompagnement qui peut vous être apporté sur l'anticipation des besoins en compétences, c'est ce qu'on appelle l'attestation de formation en situation de travail, qu'on appelle aussi l'AFEST communément. En quoi ça consiste? Eh bien, l'objectif, c'est d'aller former le salarié ou la salariée sur des compétences précises. Là, on n'est pas sur l'obtention d'un diplôme ou d'un titre ou d'une qualification, on est vraiment sur juste l'acquisition de compétences bien précises qui seraient manquantes à la personne pour pouvoir occuper pleinement le poste. On est uniquement sur des salariés déjà en poste ou bien sur ceux que vous êtes sur le point ou tout juste en train d'intégrer. On est, si on vulgarise un peu les choses, sur ce qu'on appelle de la formation sur le tas. Sauf que on s'est rendu compte que cette formation sur le tas, elle était ni valorisée pour la structure, ni valorisée pour le salarié, et que ça passait un peu dans les coulisses au cours d'une carrière ou pour une structure, et que c'était dommage de perdre ces bénéfices que chacun avait pu mettre en avant. Donc cette attestation de formation en situation de travail, elle va vous permettre de cadrer cette fameuse montée en compétences et d'organiser le temps nécessaire à la formation. Et donc forcément, si vous cadrez et que vous organisez ce temps nécessaire, eh bien, vous allez pouvoir toucher une aide financière pour venir en contrepartie de ce temps officiellement dédié à cette formation sur la situation de travail. Donc, rien de compliqué et ça ressemble à ce que vous faites certainement déjà. Simplement, là, vous avez un conseiller qui peut vous dire, bah, ça va nécessiter tant d'heures. Et donc, nous, on peut vous apporter une aide financière qui va venir en contrepartie de ces heures mobilisées. Et puis, à la fin, eh bien, effectivement, une attestation peut être remise sur le fait qu'on a une compétence ou plusieurs compétences qui ont été acquises. Exemple, si on part sur un poste que relativement tous et toutes vous devriez connaître, on est sur une personne qui aurait un profil assistanat administratif, mais qui manquerait d'expertise sur Excel, c'est-à-dire qu'elle a les bases, la personne, mais elle ne sait pas forcément aller jusqu'au bout des choses. Eh bien, on peut cadrer cette formation Excel de façon à ce que la personne devienne experte et on peut le faire sans forcément l'envoyer en organisme de formation. On peut le faire en interne si on a les collaborateurs qui ont déjà cette expertise et qui peuvent être présents pour accompagner la montée en compétence du salarié ou de la salariée. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra là échanger avec votre opérateur de compétences, qu'on appelle aussi les OPCO. Et donc, si vous n'êtes pas en contact régulier avec votre opérateur de compétences, on peut bien entendu vous mettre en relation. Petit bémol, attention, c'est différent de la validation des acquis de l'expérience qu'on appelle la VAE, qui là, on a pour objectif de valider une compétence déjà acquise, alors que l'attestation de formation en situation de travail va pouvoir plutôt permettre la montée en compétence et l'accompagnement vers ça. Dernière aide qui peut vous être proposée, et ça peut balayer tous les sujets qu'on a évoqués ce midi, c'est ce qu'on appelle la prestation de conseil en ressources humaines ou la PCRH, et qui consiste à pouvoir vous aider à financer un accompagnement en ressources humaines individualisé et adapté à vos besoins. Donc là encore, il y aura un conseiller extérieur qui va pouvoir vous accorder quelques heures. En général, on est sur plutôt un prorata de 20 à 30 heures d'accompagnement individualisé et qui va pouvoir vous accompagner sur un besoin très précis en lien avec vos ressources humaines. Ça peut concerner vos recrutements, ça peut concerner la formation, ce sont les deux sujets qu'on a abordés ce midi, mais ça peut également concerner d'autres sujets de ressources humaines tels que la santé au travail, la qualité de vie, etc. Donc, ça s'adresse aux structures de moins de 250 salariés qui n'appartiennent pas à un groupe, ou alors si le groupe existe, il ne faut pas que lui-même détienne plus de 250 salariés.
Encore une fois, c'est votre opérateur de compétences qui va être votre interlocuteur le plus identifié pour justement vous aider à définir le type d'accompagnement dont vous auriez besoin, le nombre d'heures nécessaires et l'appui au financement que cela vous permettrait d'avoir. Il faut savoir que la PCRH, très régulièrement, elle est prise en charge à quasi 100%. Donc, vous pouvez avoir un accompagnement personnalisé, adapté de 20 à 30 heures complètement pris en charge. Effectivement, je l'ai vu passer. N'oubliez pas, on vous informe que le 1er juin, si vous le souhaitez, vous pourrez venir rencontrer votre opérateur de compétences à Aubonne. Toute la matinée, en fait, nous organisons justement la possibilité de pouvoir venir rencontrer son conseiller ou sa conseillère de proximité pour échanger sur les sujets liés à la formation et notamment ces deux derniers sujets que sont la FEST et la PCRH. Vous pouvez venir rencontrer votre conseiller, votre conseillère et évoquer ces sujets avec lui ou avec elle. J'en ai terminé. J'ai été très vite encore une fois et j'en suis désolée. J'espère que j'ai pu quand même vous permettre d'avoir un ensemble d'éléments qui vous permettent de faire du tri. Et donc, je suis à vous quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions que vous avez soit posées tout au long si Anissa n'a pas répondu à tout, soit là en fin de présentation. Donc, Anissa, je suis à ton écoute. Alors, Audrey, alors du coup, alors j'ai répondu au fil de l'eau hein, Oui, à l'ensemble super. des questions. Il y a juste la dernière question qui nous a été posée pour savoir pour la formation des dirigeants, du coup, s'il y a des aides qui sont disponibles pour la montée en compétences. Alors, Oui, ça peut être alors très large. alors, ça peut être très large, donc effectivement, il y a des aides. Mais la dernière qu'on a évoquée, qui consiste justement à l'accompagnement lié aux ressources humaines, eh bien, ça peut être aussi tout simplement ce qu'on appelle la professionnalisation du dirigeant en ressources humaines, pour exemple, hein. Après, effectivement, il va y avoir des aides, mais on va rentrer dans le distinguo entre est-ce que le dirigeant est salarié ou pas salarié, parce qu'il va y avoir cet aspect-là qui va rentrer en compte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, les salariés, ça facilite les choses, puisque, eh ben, comme tout salarié, il pourra bénéficier de toutes les aides à la formation que l'opérateur de compétences met à disposition. Donc, du coup, vous pouvez bénéficier du catalogue de votre OPCO, vous pouvez bénéficier des aides à l'embauche que votre OPCO peut mettre en place, vous pouvez bénéficier de la FEST et de la PCRH puisque vous êtes salarié. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions, Anissa? Et moi, il y a une question également donc, sur tout ce qui est aide à l'apprentissage dans le cadre des collectivités. Eh ben, écoutez, il y a également une aide concernant alors, l'apprentissage, donc l'alternance dans son ensemble. Les collectivités peuvent aussi bénéficier d'aide. Simplement, comme on relève plus là du droit économique classique, ce sera des démarches différentes. Et il me semble qu'on n'aura pas forcément les 6 000 € annoncés par l'État. Je confirme, on n'a pas les 6 000 €. En fait, on va être sur des aides qui vont être distinctes et elles vont varier, en fait, si vous relevez d'une collectivité territoriale, hospitalière, fonction d'État. En tout cas, en termes de coût pédagogique, il y a une prise en charge, de votre apprenti, mais après l'aide spécifique, en termes de prise en charge de salaire, elle va varier. Voilà, tout à fait. Donc là, ça va être du cas par cas, voilà, Exactement. en fonction de vos recrutements. Bon, du coup, il n'y a pas d'autres questions, Anissa? Alors, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez N'hésitez pas à pas, remettre vos questions via le chat, mais j'ai répondu vraiment au fil de l'eau. super. N'hésitez pas à scanner également le QR code si, encore une fois, vous avez identifié que on aurait besoin de vous recontacter suite à cet atelier pour un détail, une mise en relation. Euh, et puis, eh Je vous l'ai bien, remis dans le chat.
Voilà, n'hésitez pas et donc n'hésitez pas, vous également, à garder, nos contacts de votre côté. Alors du coup, pour, précision, nous avons, 3 services d'appui RH sur le Val d'Oise, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous en début, de présentation. Et donc chaque service d'appui RH va être sur une partie du Val d'Oise dédiée. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas, on vous remettra en relation avec la bonne personne. N'hésitez pas à noter le ou les contacts qui vous semblent les plus appropriés. Et donc, pour les structures qui ont été conviées par la plateforme Unisap, bien entendu, Unisap reste votre interlocuteur privilégié. Donc, n'hésitez pas à garder le contact avec les personnes avec qui vous échangez habituellement. Eh bien, j'ai été ravie d'être avec vous ce midi et d'avoir relativement tenu le temps imparti. J'espère que je vous reverrai dans un mois pour l'atelier sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ou bien de vous rencontrer physiquement le 1er juin si vous décidez de venir rencontrer votre conseillère ou votre conseiller OPCO. Voilà. Je vous souhaite, je pense, un bon appétit, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bon appétit à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.